voir un peu ce qui se fait dans le monde, quelles sont les plateformes les plus utilisées, quels sont les chiffres, quelles sont les tendances, et puis voir le contexte sénégalais, c'est-à-dire le comparer avec le contexte sénégalais, voir un peu, surtout pour nous qui sommes acteurs des médias en ligne, comment nous pouvons tirer profit de ces outils-là pour une meilleure visibilité de nos plateformes. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir à quoi consistent justement les médias sociaux. Bon, voici une définition de Wikipédia qui dit que les médias sociaux sont des applications web qui permettent la création et la publication de contenus générés par l'utilisateur. User-generated content, c'est un terme qui est très utilisé pour dire tout simplement que le contenu que l'on voit sur les réseaux sociaux est généré par l'utilisateur lui-même. Par exemple, sur Facebook, Facebook ne produit pas de contenu. Ce sont les utilisateurs qui sont dans cette plateforme-là qui produisent ce contenu, d'où l'importance de user-generated content. Mais si on va plus loin, on peut se poser la question à savoir quels sont les comportements que nous pouvons identifier au sein des réseaux sociaux. Sur tous les types de réseaux sociaux, hein, il y en a plusieurs, et tout à l'heure on verra la différence qu'il y a entre un réseau social et un média social. Et nous avons identifié 4 comportements: le partage, l'information, la discussion et la création. Sur les réseaux sociaux, le comportement de partage consiste à bien sûr partager du contenu avec sa communauté. Quand on parle de partage, ça peut être une personne physique, c'est-à-dire une institution, un utilisateur simple plutôt, ou bien une personne morale, c'est-à-dire une institution. Et là, on peut partager du contenu. Le contenu, par exemple, produit hier dans le cadre de ce forum, a été partagé sur certaines pages, sur certains comptes. On peut partager également des avis. Par exemple, on produit, si je ne suis pas satisfait de la qualité du réseau d'un opérateur, je peux aller sur la page de la RTP pour partager cet avis-là pour que la RTP soit saisie directement. On le fait également pour les questions de protection des données personnelles avec la CDP. On partage également des opinions sur les plateformes, surtout des opinions politiques, des opinions sur des questions sociétales, des conseils également, par exemple des astuces sur comment utiliser tel ou tel outil. On les voit généralement sur ces plateformes. On partage aussi des sentiments. Par exemple, le match d'hier opposant le Sénégal du Congo, on a vu des gens partager effectivement leurs sentiments après le match sur les réseaux sociaux. Le deuxième comportement identifié, c'est l'information. C'est, je pense, le comportement qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'information sur l'actualité. Pour certains, c'est un réflexe quotidien. Chaque matin, ils s'informent à travers les réseaux sociaux, à travers des pages de médias en ligne. Même si c'est une plateforme qui existe depuis 2011, depuis l'avènement de la pandémie coronavirus depuis 2020, on a vu cet outil fortement utilisé. Et là, au milieu, vous avez ce qu'on appelle l'écosystème Facebook, c'est-à-dire toutes ces plateformes-là qui appartiennent au groupe Facebook. Vous avez l'application Facebook, vous avez Instagram, vous avez Messenger pour la messagerie, WhatsApp qui appartient également à Facebook. Ce sont les outils les plus utilisés dans le monde parce que bon, il y en a une centaine, hein, comme vous le voyez ici, mais ce sont des outils qui sont devenus incontournables. On le verra tout à l'heure avec les chiffres, d'où l'appellation réseau social. Je disais tout à l'heure qu'il y a une différence entre un réseau social et un média social. La différence, même si depuis quelques années on assiste à une convergence entre les deux, parce qu'au début, quand on disait réseau, il y avait une notion de connectivité, c'est-à-dire sur Facebook par exemple, si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il vous faut un identifiant, un mot de passe, vous connectez avec ces informations-là, vous mettez en réseau avec quelqu'un, c'est-à-dire vous envoyez une demande d'amis à une connaissance qui l'accepte et vice-versa, et vous vous mettez en réseau. C'est en ce moment-là que vous pouvez échanger, c'est en ce moment que vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Alors
un média social comme YouTube par exemple, vous pouvez regarder pas mal de vidéos sur YouTube sans nécessiter la connectivité à travers un compte, un identifiant et un mot de passe. Et ces réseaux-là sont divisés en 6 parties. Vous avez les plateformes de publication en haut, au milieu, comme par exemple Medium. Par exemple, moi, mon blog, je l'ai mis sur la plateforme Medium qui permet de produire du contenu, d'intégrer des vidéos, etc. Vous avez au milieu les plateformes de discussion, tout ce qui est outils d'échange, de discussion, comme Reddit, bon, qui est très célèbre aux États-Unis, qui est une sorte de forum de discussion où les gens partagent des sujets et puis donnent leur point de vue. Ici, en bas à droite, vous avez les plateformes de messagerie. Et là, vous avez Viber, que vous connaissez certainement, qui était là un peu avant WhatsApp. Vous avez Signal, donc Signal en français, qui est l'équivalent de WhatsApp aussi, hein, qui fait un peu comme WhatsApp, Telegram aussi que vous connaissez. Vous avez iMessage sur Apple, vous avez Gmail, Outlook, etc. Toutes ces plateformes-là qui permettent d'échanger en audio, en vidéo, en texte aussi. En haut à droite, vous avez les plateformes de partage comme Wikipédia qui permet de créer des fiches sur des sujets, sur des personnalités. Là-bas à gauche, vous avez les plateformes de networking, donc tout ce qui est mise en relation, et en bas les plateformes de collaboration. Donc on avance un peu. Maintenant, pour voir un peu les chiffres, voilà, l'état des lieux, en fait, le vif du sujet, c'est ça, l'état des lieux sur l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux dans le monde. Là, c'est un outil qui est réalisé, c'est une étude qui est réalisée par le consortium de 2 entités qui évoluent dans la mesure d'audience des réseaux sociaux, We Are Social et Hootsuite. Hootsuite, c'est une plateforme qui permet de créer, de gérer des comptes. C'est un rapport qui s'appelle Data Reporter qui sort tous les 3 mois pour les données mondiales et tous les ans pour les données pays, et donc qui est un peu utilisé partout dans le monde. Et là, We Are Social nous dit que nous sommes 4 milliards 800 millions d'utilisateurs d'Internet dans le monde, c'est-à-dire plus de la moitié de la population mondiale a accès à Internet et 60,9%, vous avez un accès à travers un mobile, c'est-à-dire des cartes SIM qui ont accès à Internet. On fera tout à l'heure la comparaison avec les données locales produites par la RTP. Vous avez une évolution de 5,7% entre 2020 et 2021. Cela veut dire que entre 2020 et 2021, il y a eu une très forte évolution. Bon, c'est également normal à cause du confinement dans certains pays occidentaux. Les gens ont beaucoup plus utilisé Internet. Et le temps que les gens passent sur Internet est estimé à 6h55 minutes en moyenne. 6h55 minutes, donc c'est le temps que les gens passent en moyenne sur Internet. Moi, personnellement, je pense que je passe plus de temps que ça sur Internet parce que mon travail est essentiellement fait sur Internet. Et vous avez un taux d'utilisation de l'Internet sur les smartphones, sur le mobile, de 92,1%. Donc là, sur le mobile, si on va un peu plus loin, vous verrez ici que l'étude nous donne également un chiffre sur le nombre de devices mobiles connectés sur Internet qui est estimé à 4 milliards 420 millions d'utilisateurs avec un taux de pénétration de 92,1%. Et le Sénégal est au-dessus de cette moyenne selon les dernières données de la RTP du 31 mars 2021, donc le rapport trimestriel de la RTP, de l'Observatoire donc des services de communication. 98,76% des connexions Internet au Sénégal sont faites à travers un mobile. C'est-à-dire si vous prenez 100 Sénégalais qui se connectent, les 98,76% se connectent à travers le mobile. Cela nous renseigne sur comment nous nous connectons sur Internet. Il y a plus d'utilisation de l'Internet mobile que d'Internet filaire, c'est-à-dire la DSL ou la fibre optique. Et là également, je pense que les opérateurs ont un effort à faire sur l'Internet filaire parce que dans certaines conditions, l'Internet filaire doit offrir plus de qualité. Vous l'avez peut-être tous constaté.
Ici à l'hôtel, par exemple, l'Internet n'est pas de très bonne qualité parce que c'est un Internet filaire, mais qui ne couvre pas voilà, un grand nombre d'utilisateurs. Si nous sommes une centaine de personnes à se connecter dessus, le débit va être donc être impacté. Alors ici, vous avez la liste des pays, le classement des pays qui ont une vitesse de connexion assez rapide. Et là, en tête, vous avez les Émirats arabes unis qui ont un débit moyen de 193,51 mégabits par seconde, c'est-à-dire le pays qui a la plus grande vitesse de connectivité, suivi par la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est normal parce qu'ils sont très en avance sur la 5G. Ils réfléchissent même sur la 6G. Vous voyez, côté connexion Internet, ils sont quand même très avancés. Et la seconde lecture qu'on a ici sur ce classement, c'est qu'on a moins de pays occidentaux. Bon, occidentaux, c'est l'Europe et les États-Unis et le Canada, donc l'Amérique du Nord. Vous voyez ici le Qatar, la Norvège, vous avez Chypre, Chine, Arabie Saoudite, Koweït, etc. Les pays du Moyen-Orient également, beaucoup de pays du Moyen-Orient qui sont développés ont une vitesse de connectivité assez importante. Alors pour le Sénégal, nous avons une moyenne de 20 et quelques mégas, selon les données de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, ce qui veut dire que nous sommes très loin dans le classement. Mais concernant l'Afrique, surtout l'Afrique ouest francophone, nous sommes un des leaders quand même en termes de connectivité Internet. Et les pays qui ont la vitesse la plus faible, bon, c'est l'Afghanistan, c'est pas surprenant, hein. Vous avez l'Afghanistan, vous avez le Venezuela, le Bangladesh, le Zimbabwe, le Soudan, le Ghana, la Somalie, la Tanzanie, etc. En Tanzanie, par exemple, il y a eu pas mal de législation sur l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Et donc, ce sont les pays qui ont le taux de couverture le moins fiable. Maintenant, les chiffres sur les réseaux sociaux, et je reviendrai en détail sur certains réseaux. Vous avez Facebook, bien entendu, qui génère 2 milliards, pratiquement 900 millions d'utilisateurs. Ici, on a mis 2 milliards 853 millions d'utilisateurs, voilà, presque 900 millions d'utilisateurs. Si, par exemple, Facebook était un pays, on allait dire que c'est le pays le plus peuplé au monde, ou le second le plus peuplé au monde. Vous avez après Facebook, YouTube. Bien sûr, YouTube, on le verra pour le cas du Sénégal, le classement que YouTube prend, parce que c'est du contenu, c'est en langue nationale généralement. Vous avez après WhatsApp, Instagram, vous avez Facebook Messenger. La seconde lecture ici, c'est que il y a 4 outils qui appartiennent au même groupe, qui sont les outils les plus utilisés, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, qui appartiennent au groupe Facebook. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a certains sénateurs qui sont en train de réfléchir à pousser Facebook à un démantèlement, c'est-à-dire à demander à Facebook de revendre Instagram parce qu'ils se sont rendus compte qu'une seule entreprise dirigée par une seule personne, Mark Zuckerberg, a une telle force dans le monde que voilà, il y a des milliards de personnes qui utilisent son outil. Si un jour cet outil-là arrêtait de fonctionner, ça allait peut-être créer des problèmes. Après les outils américains, vous avez les outils chinois, WeChat. WeChat, c'est l'équivalent de WhatsApp en Chine, mais en mieux. C'est-à-dire, en Chine, vous avez sur WeChat la possibilité de faire des transferts d'argent, comme on le fait ici avec Web, Orange Money, etc. Vous pouvez le faire directement sur WeChat. Même si Facebook, à travers WhatsApp, est en train de réfléchir sur ça, ils sont en train de le tester en Inde et en Amérique latine. Mais ce n'est pas si facile que ça. Vous avez à côté de WeChat TikTok. TikTok qui est une plateforme que vous connaissez qui appartient à une entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance. Vous avez QQ qui est également l'équivalent de Twitter, hein, de Twitter et de Messenger, une plateforme de messagerie qui est également présente sur le sol chinois. Douyin, qui est l'équivalent de TikTok en Chine, parce que bon, c'est en Chine qu'ils ont d'abord créé le TikTok, et pour l'internationaliser, ils ont appelé ça TikTok, mais en Chine, ça s'appelle Douyin en fait.
Vous avez Telegram, bon, qui est l'équivalent de WhatsApp. Pour certains, c'est mieux sécurisé. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Telegram, qui n'est pas américain, ça a été créé par ils sont originaires de la Russie, mais ils vivent actuellement en exil, je pense, au Qatar ou à Dubaï. Vous avez Sina Weibo, qui est l'équivalent de YouTube en Chine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, vous avez un écosystème Internet à part. Ils ont l'équivalent de WhatsApp, ils ont l'équivalent de Facebook, ils ont l'équivalent de YouTube, ils ont l'équivalent de Twitter. Donc en Chine, ils ont pratiquement l'équivalent de chaque plateforme que vous voyez dans le monde occidental ou en Afrique ou dans le Moyen-Orient. Vous avez maintenant, après les autres outils qui sont ici jusqu'à Twitter ou Quora. Ici, vous avez une idée de comment les gens utilisent Internet dans le monde. La première raison, la première utilisation de l'Internet, c'est la recherche de l'information. Cela veut dire que ici, on a comme chiffre 62,2% des utilisateurs de l'Internet dans le monde se connectent pour rechercher une information. Ça peut être une information d'actualité ou bien une information tout court sur, par exemple, les réseaux. Par exemple, si je cherche les données de l'Internet au Sénégal à travers la page de ARTP, c'est une information que je suis en train de chercher. Staying in touch with friends and family. Le fait d'être en contact avec la famille et les amis. À travers les réseaux sociaux, par exemple, si vous prenez l'exemple de WhatsApp au Sénégal, nous l'utilisons beaucoup plus pour être en contact avec la famille et les amis. Keeping in up to date with news and events, c'est-à-dire le fait d'être informé sur l'actualité et les événements. Donc l'information qui revient encore une fois, la recherche maintenant du how to do things, c'est-à-dire les astuces, comment faire ceci, comment faire cela, comment créer telle chose, comment trouver certaines astuces, etc. C'est une utilisation forte qui est faite par les gens sur Internet pour rechercher, pour trouver des questions à certaines choses. Watching video, TV series and movies, c'est-à-dire le fait de regarder du contenu multimédia. Au Sénégal, le fait de regarder des séries de télé fait partie des meilleurs usages de l'Internet. On le verra avec YouTube, c'est-à-dire aller regarder des séries, des chaînes de télé que l'on voit sur YouTube, etc. Donc vous voyez ici la liste des usages prioritaires que l'on retrouve sur l'Internet dans le monde. Les sites Internet maintenant les plus visités, selon deux agences, SEMrush et Alexa. SEMrush d'abord, qui est une agence qui évolue dans le marketing. Ceux qui font dans le marketing digital le connaissent bien. C'est un outil très puissant qui est payant mais très puissant, qui dit que le site Internet le plus visité dans le monde, bon, c'est normal, hein, et c'est sans surprise, c'est Google qui occupe la première place, n'est-ce pas, avec 86,9 milliards de visiteurs ou 4,4 milliards de visiteurs uniques, c'est-à-dire ici quand on dit visiteurs uniques, c'est par mois hein, ou par jour selon l'outil qui est utilisé, c'est-à-dire vous avez visité le site au moins une fois les derniers 30 jours. Et les gens passent en moyenne 22 minutes 44 secondes sur ce site internet. Je pense que cette colonne-là est très importante, on le verra tout à l'heure pour le Sénégal, parce que en fait, le temps que l'on passe sur un site détermine l'importance de ce site internet. Après Facebook, après Google plutôt, vous avez YouTube bien sûr, vous avez Facebook, vous avez Wikipédia, vous avez Yahoo, Amazon qui est un site de e-commerce, Instagram, etc. Vous avez aussi pas mal de sites pour adultes hein, qui sont affichés ici dans le classement. Après les données de SEMrush, vous avez les données de Alexa qui sont plutôt similaires, hein, pratiquement à quelques différences près. Vous avez ici Google, YouTube, et Alexa intègre les sites chinois, Tmail, vous avez QQ, j'en parlais tout à l'heure, l'équivalent de Messenger en Chine, Baidu qui est l'équivalent de Google en Chine, Sohu, Facebook, Taobao qui est l'équivalent d'Amazon qui est un site de e-commerce en Chine. Le trafic maintenant, c'est toujours, voilà,
pour le Sénégal cette fois-ci, parce que j'ai essayé un peu de faire une comparaison entre les données mondiales et celles du Sénégal pour la même agence de mesure d'audience. Pour le Sénégal, Hootsuite et Wear Social nous disent que le site le plus visité au Sénégal, c'est toujours YouTube, avec une moyenne de 15 minutes 41 secondes que les gens passent sur YouTube, sur Google plutôt. Sur YouTube, vous avez 17 minutes. On peut dire, si on ne prend pas en compte Google, parce que bon, Google c'est une porte d'entrée pour certains, hein, et sur pas mal de navigateurs, Google est considéré comme la page d'accueil par défaut, donc le classement peut ne pas avoir une incidence sur Google. Mais en dehors de Google, on peut dire que le site internet le plus visité au Sénégal, c'est YouTube. Pourquoi YouTube? Moi, la lecture que j'en fais, c'est que YouTube nous permet de sauter une barrière linguistique ou bien une barrière technologique. Pas mal de personnes aujourd'hui, même des enfants, peuvent utiliser YouTube. Il suffit de lancer l'application, on voit les vignettes sur les vidéos et puis on clique dessus. Même les enfants le font aisément. Ce qui fait que on peut visiter facilement ce site. Et puisque le contenu est généralement en langue nationale, c'est des séries, c'est des émissions, c'est des extraits, c'est des émissions produites par des sites internet, par des chaînes YouTube, etc. Et donc son utilisation est facile. Et le troisième point, le troisième site le plus visité, c'est un média en ligne. Ça aussi, c'est une importance capitale parce que cela nous renseigne sur l'intérêt que les Sénégalais ont de l'information ou des faits divers. Hein, c'est selon. Vous avez Sénéweb qui occupe la troisième place en termes de sites le plus visités au Sénégal avec une moyenne de 7 minutes 58 secondes. C'est-à-dire, en moyenne, les Sénégalais passent 7 minutes 58 secondes sur un site comme Sénéweb avec 2,80 pages, presque 3 pages qui sont visitées. Et ces deux colonnes-là peuvent nous donner une idée sur une chose. Un site peut occuper la première place du classement, mais peut ne pas être le site le plus crédible ou bien le site qui génère la plus forte audience. C'est-à-dire, si les gens ouvrent un site comme Sans Limite, n'est-ce pas? Sans Limite occupe la cinquième place, mais les gens passent 1 minute 15 secondes sur ce site-là. Si on le compare avec les autres sites sur la même colonne, vous avez Sans Limite génère le moins de temps sur les autres. Vous avez des 18 minutes comme Facebook. Bon, c'est normal, l'ère 9 minutes 54 secondes qui occupe la 9e place, mais les gens passent plus de temps sur l'RL que sur Sans Limite, et pourtant c'est Sans Limite qui a la 5e place. Pour dire tout simplement que ce classement, il y a une façon de le lire en fait. À droite, 11e place, vous avez google.fr, vous avez UVS, Université virtuelle du Sénégal, Sénégal 7, vous avez également Google SN. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la présence de sites d'information sénégalais sur ce classement. C'est-à-dire que les Sénégalais ne passent pas plus de temps à faire autre chose qu'à s'informer, et ça confirme tout à l'heure l'infographie qui montrait l'intérêt que les utilisateurs de l'Internet dans le monde ont sur la recherche de l'information. Toujours pour le Sénégal, on a les termes recherchés, c'est-à-dire les mots-clés que les Sénégalais tapent sur Google. Bon, ici, le mot-clé le plus recherché, c'est Sénégal, n'est-ce pas? On tape Sénégal sur Google, on tape également Google sur Google. Et généralement, ce qu'ils le font, c'est parce qu'ils ne savent pas que leur navigateur, c'est par défaut le moteur de recherche de Google. Donc, ils tapent Google sur Google pour rechercher d'autres informations. Et en troisième place, vous avez traduction. Les gens recherchent pas mal de choses à traduire sur Internet. Cela veut dire que la langue peut-être officielle du Sénégal, à côté de cette langue, il y a une recherche quand même très importante d'autres langues, surtout l'anglais. Vous avez Sénégal avec l'accent qui vient, vous avez YouTube et Sénéweb. Les gens cherchent Sénéweb sur Google. Peut-être qu'ils ne tapent pas directement sénéweb.com sur le navigateur, mais ils vont sur Google, ils tapent Sénéweb, ils cliquent sur le premier lien pour aller sur le site. Météo, généralement le terme météo était beaucoup plus recherché dans des pays
occidentaux où voilà, la météo, elle peut changer à tout moment, elle est difficilement prévisible, mais en Afrique, généralement, en dehors de la période, la saison des pluies, on sait qu'il va faire chaud, il va faire froid, quoi. Vous avez après Facebook, vidéo, coronavirus, bon, qui est apparu l'année dernière, donc c'est un classement de janvier 2021, donc qui couvre toute l'année 2020. Vous avez Google Traduction, etc., pas mal de recherches. En dernière position, vous avez en 20e place, Premier Bet, qui est voilà, un outil de paris en ligne, de jeu en ligne, qui commence à bien se positionner. Ce qu'on cherche maintenant sur YouTube. Alors, parce que tout à l'heure, on a vu un peu ce que les gens cherchent sur Google. Maintenant, ce que les Sénégalais cherchent sur YouTube. Comme je disais tout à l'heure, YouTube permet de sauter la barrière linguistique. On tape film, on tape Adja, Wali, Wali Sek, Infidèle, Karma, Virginie. Voilà, vous voyez que c'est des séries hein, que les gens cherchent généralement sur YouTube. Donc, d'où l'importance de ces séries. Et l'autre constat, c'est que Wally vient bien avant Youssou N'Dour parce que les utilisateurs de l'Internet en majorité sont des jeunes. Youssou N'Dour, peut-être son public est beaucoup plus âgé. Vous avez Major Akjor, c'est une série également, où Dioupé Thiargo, Dip, Samba Pezi, qui sont des rappeurs, Dip et Samba, et Viviane aussi, chanteuse, musique, Adja 2020, Marichou. Donc si on devait faire des données, sortir des données sur un pourcentage, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on pourrait atteindre les 70 à 80% des séries comparé aux autres types de contenus que les Sénégalais cherchent sur YouTube. Parce que sur les 20 qu'on a recensés ici, on a plus d'une dizaine quand même de mots-clés qui renvoient vers des séries, quoi. Voilà, maintenant, le plus important, on va essayer de faire un focus sur quelques réseaux sociaux parce qu'on a vu le paysage, le landscape 2021, la centaine d'outils que l'on voit. Mais maintenant, on va essayer de faire un focus sur 3 à 4 outils, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, qui sont les outils les plus utilisés, que l'on soit un professionnel de l'information ou bien un simple usager. Il est important d'avoir une lecture, je pense, du vocabulaire pour ceux qui ne sont pas encore présents sur ces outils-là, de savoir quel est le jargon utilisé, quels sont les chiffres, toujours dans l'état des lieux. On commence par Twitter. Peut-être juste une question qui n'est pas sur Twitter, qui n'est pas encore sur Twitter dans la salle. Donc tout le monde est sur Twitter pratiquement, à part vous derrière. Ah oui, et le doyen là-bas. Alors, donc cela veut dire que vous avez, je pense, une lecture de la littérature de Twitter. Donc ce sera certainement en guise de rappel pour certains. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas encore, Twitter est un réseau social de microblogging. Bon, c'est un terme qui a été utilisé lorsqu'on parlait beaucoup de blogging vers les années 2010, avant 2015, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne parle plus de microblogging. Hein. Même quelqu'un sur Twitter, on peut le considérer comme un blogueur tout simplement. Et sur Twitter, vous avez du texte qui peut être partagé, des liens vidéo, des gifs animés, etc. Et sur Twitter, parce que les deux fondateurs de Twitter s'étaient inspirés du langage SMS. C'est-à-dire, si vous vous rappelez avec les anciens téléphones, pas les smartphones, si vous devriez envoyer un SMS, il allait se limiter à 140 caractères. Et si vous dépassez les 140 caractères, le SMS allait être divisé en 2 parties ou 3 parties. Vous envoyez ça à quelqu'un, il reçoit la première partie du SMS, la seconde partie, etc. Aujourd'hui, avec les smartphones, ce n'est plus le cas. Et donc, ceux qui ont créé Twitter se sont inspirés de ce langage pour permettre aux gens de communiquer sur Internet à travers 140 caractères. Bon, les 140 caractères, c'est les 26 lettres de l'alphabet, plus les 10 chiffres de 0 à 9, plus les caractères spéciaux, virgule, tiret, point, virgule, etc. Donc c'est ça qu'on appelle les 140 caractères. Et ils se sont rendus compte que 140 caractères ne suffisaient plus pour certains pour communiquer clairement sur Internet, surtout pour les institutions. Et c'est en 2017 qu'ils l'ont doublé à 280 caractères. Aujourd'hui, sur Twitter, vous pouvez écrire un texte
jusqu'à 280 caractères. Il y a même des institutions qui contournent un peu ce blocage en faisant quoi? Par exemple, un communiqué long, ils font la capture du communiqué sous forme d'image qu'ils partagent directement sur Twitter parce que ça va leur éviter de faire une succession de textes qu'on appelle thread, on le verra tout à l'heure, pour que ça soit publié sur Twitter. Donc sur Twitter, malheureusement, je n'ai pas mon ordinateur, sinon j'allais montrer un exemple. Sur Twitter, vous pouvez parcourir l'application, n'est-ce pas, à travers ce qu'on appelle la timeline, on le verra tout à l'heure. La seule contrainte, c'est que pour contribuer, pour écrire quelque chose sur Twitter, il faut obligatoirement un compte. Donc Twitter est un média social, vous pouvez le consulter, vous pouvez par exemple aller sur le compte Twitter de la RTP pour regarder tout ce qui a été publié là-bas. Mais pour donner une réponse, ou bien pour retweeter, ou bien pour publier quelque chose, il vous faut nécessairement un compte. D'ailleurs, je pense que la RTP n'a créé son compte que très récemment. Hein. Ça fait des années que je dis à Kandi, mais pourquoi en tant qu'autorité de régulation des communications électroniques, vous n'êtes pas présent sur des plateformes électroniques? Heureusement, maintenant c'est fait, mais quand même, ils sont restés assez longtemps à être absents sur cette plateforme-là et sur Facebook. L'un des avantages de Twitter, c'est qu'il est accessible en fait sur tous les types de supports, tous les devices en fait, que ce soit un ordinateur, une tablette, une télé Smart TV, etc. Vous pouvez consulter Twitter. Le second avantage, c'est que Twitter est utilisé aujourd'hui par plus de 83% des 193 pays membres de l'ONU. Les autorités sont sur Twitter et que Twitter leur permet aujourd'hui de contourner une certaine barrière à travers les médias. Pas mal d'institutions étatiques aujourd'hui, ou même des autorités, ça peut être le président de la République, etc., au lieu d'appeler la presse pour faire une communication ou bien envoyer un communiqué directement à la presse, ils peuvent juste publier un tweet et ce tweet-là peut être relayé à travers les médias un peu plus tard. Maintenant, le vocabulaire de Twitter, la première chose que l'on retient, c'est un tweet. Twitter, c'est T-W-I-2-T-E-R, mais un tweet, ça s'écrit comme T-W-2-E-T. Un tweet, c'est un message Twitter. Par exemple, si vous parlez de Facebook, on dit un post sur Facebook, une publication sur Facebook. Donc, une publication sur Twitter, on l'appelle en fait tweet, qui, comme je l'ai dit, est limité à 280 caractères depuis novembre 2017. Un utilisateur de Twitter, on l'appelle en fait un tweetos. Par exemple, si le directeur général de l'ARTP publie quelque chose sur Twitter, on le considère désormais comme un tweetos, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un tweet sur la plateforme. Et cet écosystème-là est appelé en fait tweetosphère, c'est-à-dire l'écosystème de Twitter, les tweets, les tweetos, donc les utilisateurs, les hashtags, tout ce que vous voyez sur Twitter, les spaces maintenant, c'est tout ça qu'on appelle la tweetosphère, comme la blogosphère. Avant, on utilisait très souvent ce terme-là, la blogosphère, pour faire allusion à l'écosystème des blogueurs et des blogs. Et la timeline, c'est le fil d'actualité qui est en fait utilisé sur Twitter. La timeline, c'est le fil que vous voyez, le fil d'actualité, comme sur Facebook. Dès que vous ouvrez l'application, ce que vous voyez, ce que vous pouvez scroller, c'est un terme qui est généralement utilisé. Vous faites descendre un peu l'écran pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, généralement, vous voyez le terme TL au lieu de timeline. Si quelqu'un écrit sur Twitter « Bonjour la TL » ou bien la TL 221 pour faire allusion à la timeline sénégalaise qui utilise Twitter au Sénégal. Et maintenant, le thread qui signifie une suite de tweets. Par exemple, si vous avez un texte assez long, vous devez faire une explication sur un sujet. Généralement, vous créez une conversation ou bien une succession de tweets. C'est ça qu'on appelle un thread. C'est-à-dire, vous écrivez là. Par exemple, si on devait reprendre le discours de Ousmane Gaye, président du Régiotique, pour le publier sur Twitter, puisque le discours fait une page ou un peu plus, donc il n'allait pas se résumer en 280 caractères. On allait créer un thread, c'est-à-dire on fait une première partie qui va se limiter à 200, peut-être 78 caractères. On met entre parenthèses 1, ensuite on met la seconde partie entre parenthèses 2 jusqu'à la fin du texte, on clique sur publier. Généralement, certains utilisateurs le font
pour publier un contenu. Parce qu'avant, il fallait écrire un texte, faire une réponse à son propre texte, etc. Vous avez le retweet. Bon, le retweet, c'est tout simplement le partage, hein. Par exemple, sur Facebook, lorsque vous voyez une publication, vous voulez la partager, vous cliquez sur partager, etc. Sur Twitter, c'est le terme retweet qui est utilisé. Parce que bon, sur Twitter, généralement, pas mal de termes ne sont pas traduits, hein. On maintient le terme anglais. Peut-être juste ici, vous avez abonné sur Twitter en anglais, vous avez plutôt les followers, c'est-à-dire les gens qui vous suivent. Par exemple, sur mon compte Twitter, j'ai pratiquement 11 000, je pense, en 10 000 et quelques, près de 11 000 followers. Bon, je suis très loin de quelqu'un comme Pape Ismaël Dieng, hein, qui a un compte certifié, on le verra tout à l'heure, sur Twitter. Vous avez abonnement, c'est-à-dire les gens que vous suivez. Et généralement, ce qu'on constate, c'est que les institutions ne suivent pas un grand nombre de comptes. Généralement, par exemple, pour les présidents, les ministères, on les voit suivre maximum une dizaine de comptes. Hein? Ils se suivent entre eux. Voilà, par exemple, sur le compte du président Macky Sall, vous voyez, il peut suivre quelques homologues africains, internationaux. Ah oui, j'accélère, oui, d'accord. Quelques homologues, etc. Vous avez le follow back qui signifie le fait de suivre quelqu'un. Par exemple, Papa Ismaël Dieng me suit sur Twitter et en retour, je fais un follow back. Je le suis à nouveau. Et enfin, vous avez le hashtag. Je vais un peu accélérer parce que je pense que la présentation reste encore pas mal de choses à voir. Et puis, puisque vous l'aurez après, la partie littérature, on peut la sauter, quoi. Le hashtag, c'est le mot-clé qui est utilisé. Le hashtag le plus célèbre au Sénégal, c'est en fait le hashtag Québécois. Voilà. La mention, c'est quand quelqu'un vous identifie sur un tweet qui met arrobase suivi de votre pseudo Twitter. La donc trend topic, qui est généralement utilisé en fin de semaine, le vendredi. Non, ça c'est plutôt... le trend topic, c'est les tendances en fait, c'est-à-dire pour chaque pays ou bien pour le monde entier, vous pouvez voir quels sont les sujets les plus discutés. Si vous regardez les trend topics du Sénégal, généralement, c'est les contenus en Wolof, hein, qui occupent le trend topic. Vous avez DM ou MP, message privé, DM. Si par exemple vous voyez sur Twitter quelqu'un dit si vous êtes intéressé, envoyez-moi un DM ou bien mes DM sont ouverts à la suite d'un tweet, c'est tout simplement pour dire que les messages privés sont ouverts. C'est comme les messages sur WhatsApp, etc. Bon, très rapidement sur Facebook, pour les autres, on va les sauter pour aller directement sur la partie presse en ligne. Facebook, comme on l'avait dit, c'est 2 milliards, bon, 500 millions, c'est les données de janvier, mais en juillet, c'est 850 millions d'utilisateurs. Peut-être ce qui nous intéresse ici, ce qui va nous attirer notre attention, c'est l'algorithme de Facebook. Comment Facebook fonctionne? Ils ont un algorithme qu'ils appellent EdgeRank et qui n'est pas très en faveur de la presse en ligne. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et vous avez les piliers de l'algorithme qu'on va détailler tout à l'heure. L'affinité d'abord. L'algorithme de Facebook se base dans un premier temps sur ce qu'ils appellent l'affinité. Si par exemple, Papa Ismaël Dieng et moi avons une certaine affinité, c'est-à-dire à chaque fois que Papa Ismaël publie quelque chose sur Facebook, je clique sur j'aime, ou je fais un partage, ou bien je commande sa publication, Facebook va considérer que nous avons une certaine affinité digitale et là va afficher davantage ses publications sur ma timeline. Et si ce n'est pas le cas, si par exemple à chaque fois qu'il publie quelque chose, je l'ignore, je ne commente pas, je ne partage pas, je ne like pas, l'affinité va s'éloigner et là Facebook va de moins en moins afficher ses publications sur mon algorithme. Après vous avez l'interaction, c'est-à-dire le taux d'engagement, la fraîcheur de la publication. Plus la publication est récente, plus son indice d'affichage sur la timeline augmente parce que tout simplement Facebook veut jouer un peu sur la plus récente publication possible. Ensuite, vous avez la configuration des paramètres de la relation. Est-ce que la publication que je viens de faire, j'ai mis mode public ou bien uniquement mes amis ou bien mes amis sauf telle personne, etc. Vous avez le changement majeur. Alors, c'est là, à ce niveau-là, que ça devient intéressant.
les médias en ligne qui étaient présents sur Facebook avant 2018 avaient une très forte visibilité. Par exemple, il y a pas mal de sites qui avaient des centaines de milliers de likes sur leur page et que ces sites-là, lorsqu'ils partageaient un contenu sur Facebook, étaient fortement représentés. À un moment donné, Mark Zuckerberg et son équipe ont constaté que les gens commençaient à délaisser Facebook parce qu'ils voyaient beaucoup de contenu médiatique. Et les gens, leur usage premier de Facebook, c'est les relations, c'est les contacts personnels. Ils ont changé l'algorithme pour diminuer un peu la visibilité des contenus institutionnels et médiatiques sur la plateforme. Et cet algorithme-là a eu un impact considérable, une réduction de 30% des visites parce que pas mal de sites internet ont constaté que la plupart de leurs visiteurs venaient de Facebook. Et du coup, le fait que cet algorithme-là a changé a fait que beaucoup de médias en ligne, surtout occidentaux, ont vu leur chiffre d'affaires baisser. D'où l'importance de la dépendance des médias en ligne sur des réseaux sociaux. Par exemple, si vous êtes un média en ligne qui ne dépend que de Facebook ou de Twitter, si un jour Facebook change son algorithme ou bien il ferme même votre compte, vous ne serez plus visible. Pour être visible maintenant en 2021 sur Facebook, que ce soit une institution ou bien un média, il vous faut une communauté. Je pense que, par exemple, l'ARTP doit avoir une communauté sur Facebook. Une communauté, c'est tout simplement les gens qui vous suivent, qui réagissent à vos publications, qui posent des questions, qui donnent des avis qui peuvent être positifs ou négatifs. L'essentiel, c'est que les gens réagissent par rapport à ce que vous dites. Maintenant, après, bon, les avis négatifs, s'ils s'accumulent, ça peut créer un bad buzz. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Air Sénégal récemment sur Twitter, parce qu'il y a eu pas mal d'avis négatifs et d'expériences clients qui se sont mal passées. Publier du contenu engageant, encourager les fans. Et s'il s'agit d'entreprises ou d'institutions, ils peuvent également miser sur la publicité. Les bonnes pratiques, c'est la publication régulière, surtout pour les médias en ligne, le fait de publier régulièrement sur du contenu. Par exemple, moi, sur ma page, si je reste 3 mois sans publier un contenu, le jour où je me remettrai à publier du contenu, ce contenu-là ne sera pas très visible parce que Facebook a considéré que mon indice de notoriété a fortement baissé. Et puis le fait de publier du contenu court, c'est-à-dire 100 à 250 caractères, si un texte est hyper long, par exemple vous prenez un article du soleil.sn ou bien du quotidien national directement, la version papier, vous le mettez sur Facebook, un texte hyper long, les gens n'auront pas le temps de le lire. Après, maintenant, vous avez le moment de la publication aussi et le fait de consulter les tests. Voilà, donc pour le reste, je pense que je vais sauter cette partie-là, puisque vous aurez la documentation. Je vais enchaîner directement, vu que le temps ne joue pas trop en ma faveur. Je vais ouvrir la seconde présentation consacrée à la presse en ligne, et puis après, on va entamer la partie questions-réponses. La radioscopie des médias en ligne au Sénégal. Donc c'est une présentation sur 3 parties, hein, la définition de la presse en ligne, les enjeux, les forces et faiblesses de la presse en ligne et le cas de la presse en ligne sénégalaise. Bon, si on doit définir c'est quoi la presse en ligne, je n'ai pas cherché loin, je me suis tout simplement basé sur le code de la presse, la loi 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse, parce que pendant la rédaction du code de la presse, des membres d'APEL, dirigés par Ibrahim Lissefay, ont participé dans cette rédaction, ont donné pas mal d'éléments qui ont été justement pris en compte dans la rédaction de ce code. Et donc, la presse en ligne, c'est tout simplement une entreprise de presse. Et là, une entreprise de presse est définie à travers les articles donc 40 et 41 et 42 du Code de la presse. Et pour l'article 42, il existe 3 types d'entreprises de presse parce que effectivement, c'est un nouveau terme, entreprise de presse, qui est différent d'une entreprise classique de type SARL, par exemple. Vous pouvez bénéficier de certains avantages en tant qu'entreprise de presse. Donc, on a 3 catégories. L'entreprise de presse écrite, l'entreprise de presse de communication audiovisuelle, c'est les radios et les télés, et l'entreprise de presse en ligne. Par exemple, le terme entreprise de presse en ligne est consacré dans le nouveau code de la presse, ce qui fait qu'un site internet peut aller réclamer le statut
justement d'entreprises de presse en ligne pour bénéficier de certains avantages, notamment fiscaux. Le support technologique, qui est le moteur en fait de la presse en ligne, est expliqué ainsi. Il y a d'abord le constat du boom technologique des années 2000 avec l'accessibilité des ordinateurs, avec la performance de la vitesse de connexion, etc. La prolifération des terminaux mobiles, le fait que les gens utilisent de plus en plus les téléphones à jouer en faveur de la presse en ligne. Et enfin, vous avez l'irréversibilité de la transition vers le numérique. On ne peut pas ne pas aller vers ça. La transition numérique est inévitable, donc du coup, la presse en ligne également va bénéficier de ça. La presse en ligne, qui est toujours une entreprise de presse, ce qu'il faut retenir, c'est que, contrairement à une croyance populaire, je dirais, le métier de presse en ligne, ce n'est pas Internet qui est juste un support, mais c'est plutôt le journalisme. C'est-à-dire, pour certains, le fait d'avoir un site Internet suffit pour devenir un média en ligne, un journal en ligne. Alors que le métier de journalisme, il ne change pas, que ce soit pour la presse écrite, la radio, la télé ou la presse en ligne. La pratique journalistique, le fait de collecter, de traiter, de diffuser une information, c'est le même principe qui est consacré partout. Donc les services annexes, donc source de profitabilité, la publicité, etc., et aussi l'entreprise, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est le même système. Les enjeux maintenant de la presse en ligne, il y a plusieurs éléments. La prospective donc, de création d'emplois, le fait d'avoir la possibilité de créer des emplois, il y a les nouveaux métiers qui apparaissent. Vous avez également le marché de la publicité online qui évolue. Par exemple, aux États-Unis, pour la première fois en 2019 ou 2020, on a vu la publicité en ligne dépasser celle de la presse classique. Je pense que les institutions investissent même au Sénégal de plus en plus dans la publicité en ligne, même si cette publicité en ligne ne passe pas forcément à travers la presse en ligne, mais plutôt par les réseaux sociaux, à travers des plateformes comme Google, etc. La participation à l'économie verte, l'innovation, la dématérialisation, c'est-à-dire le fait de ne plus imprimer du papier, on met le contenu directement sur Internet, etc. Les forces toujours, il y a le faible coût de production, il n'y a pas l'impression, il n'y a pas le transport, etc. Il y a l'instantanéité de l'information. Par exemple, on n'a plus besoin d'attendre le lendemain pour publier une information, on peut le faire instantanément. Il y a la mise à jour participative, il y a le user content generated dont je parlais tout à l'heure, etc. Les faiblesses maintenant, c'est un type de média nouveau, donc la jeunesse de la presse en ligne fait que c'est une faiblesse. Il y a le modèle économique qui n'est pas très robuste. Le modèle économique, c'est l'abonnement, c'est la publicité, c'est le sponsoring, qui n'est pas très fiable pour certains. Il y a l'absence de régulation claire. Bon, je l'ai mis entre parenthèses parce que ça, on le disait avant le nouveau code de la presse, mais aujourd'hui, avec le nouveau code de la presse, il y a pas mal d'éléments qui sont pris en compte, même s'il y a pas mal de décrets d'application qui ne sont pas encore signés. Du coup, la régulation, elle n'est pas totale. Il y a la facilité de création d'un site internet. Je peux créer un site d'information en 10 minutes. Donc, il suffit d'acheter un nom de domaine, d'acheter un hébergement, de créer la page et c'est réglé. Mais le fait d'avoir le contenu fiable, c'est-à-dire que on est tous considérés comme des journalistes, malheureusement, alors que voilà, un journaliste doit répondre à un certain nombre de critères et le nouveau code de la presse l'a également bien précisé. Il y a le problème de fiabilité des informations. Ici, il y a une confusion qui est faite entre la presse en ligne et les réseaux sociaux. À chaque fois dans les médias, dans les émissions, on dit c'est la presse en ligne qui l'a dit, etc. Alors que généralement, c'est sur les réseaux sociaux qu'on voit ça. Et l'effet viral également, le fait de faire du copier-coller un peu partout, de manière très sauvage pour certains, fait qu'effectivement, le contenu, la crédibilité du contenu est remise en question. Bon, une brève histoire, je vais aller très vite sur cette partie-là. Comme nous le savons tous, les sites d'information sont apparus à partir de 1996 avec des sites de médias classiques, Sud Online, Wolf.sn, ensuite il y a eu Le Soleil. La diaspora, c'était la principale cible. Et c'est en 1998 que Seneweb a été créé par un Sénégalais vivant aux États-Unis, Salam Fall. L'idée de départ, c'était
de permettre aux gens de communiquer. C'était d'abord un forum de discussion avant de devenir un portail. En 2003, vous avez eu Confidentiel SN, et puis après, vous avez les sites qui sont apparus, et Appel a été créé en 2011 justement pour organiser un peu ce secteur. Et maintenant, les formes que l'on voit, les formes de presse en ligne, vous avez d'abord les portails. Seneweb, par exemple, c'est un portail, même si Seneweb aujourd'hui, depuis, je crois, depuis 2012 ans, a une rédaction, fait comme un média, un journal carrément, une rédaction, un rédacteur en chef, du contenu journalistique, mais aussi continue à prendre du contenu d'autres organes, d'où l'appellation portail. Vous avez les journaux en ligne, par exemple Presse Afrique, dès le départ, était considéré comme un journal. La seule différence entre Presse Afrique et Sud Quotidien, c'est le papier, mais c'est un journal, il y a un directeur de publication, une rédaction, etc. Vous avez les formats hybrides, comme Dakar Actu, qui fait journal en ligne plus portail, comme Sénégo, IGFM. Vous avez les sites régionaux, comme Dar Info, Kolda News, la vie sénégalaise de notre ami Djibidem qui est là. Vous avez les sites spécialisés comme SocialNet Link qui traite des questions sur le numérique, Econet qui traite les questions d'économie, Vive Afrique qui traite des questions sur le développement durable. Le financement de la presse en ligne, je pense que c'est l'avant-dernier slide. La presse en ligne, généralement, est créée sur fonds propres. Par exemple, Lisa Faye vient à travers donc, son argent, avec son argent propre pour créer son site internet. Et c'est rarement le cas pour, voilà, avec le concours de l'État ou une banque. Et les médias en ligne vivent essentiellement de la publicité. Comme je disais tout à l'heure, les trois modèles économiques les plus connus pour la presse en ligne, c'est la publicité classique. Par exemple, ARTP veut faire une campagne de communication, achète une bannière sur le site Dakar Actu, c'est une publicité. Ou bien Dakar Actu crée un système d'abonnement, ce qui est quasiment inexistant au Sénégal. Je connais un seul site qui le fait, c'est senenews.com, qui a une partie abonnement où les gens s'abonnent pour lire du contenu, comme c'est le cas sur Jeune Afrique ou Le Monde ou New York Times. Et enfin, vous avez les AdSense qui viennent de Google. Il y a les régies publicitaires, voilà, les ONG aussi qui peuvent accompagner la presse. Et enfin, vous avez la subvention à la presse, ce qu'on appelait l'aide à la presse jusqu'à cette année, qui est aujourd'hui devenu le Fonds d'appui et de développement de la presse. Aujourd'hui, vous avez près de 3 millions de visiteurs. L'avantage de la presse en ligne, c'est qu'il y a plus de visiteurs des médias en ligne que d'acheteurs de journaux. Parce que l'ensemble des tirages quotidiens, pour certains, ne dépasse pas les 200 000 exemplaires, 100 000, entre 100 000 et 150 000, merci Lisa. Et donc, sur Internet, vous avez pratiquement 3 millions de visiteurs. Et là, vous avez une évolution, justement, des activités d'appel jusqu'en 2017 avec l'intégration des recommandations dans le nouveau code de la presse. Voilà, ça c'est le dernier slide. Aujourd'hui, il y a une vision quand même qui est proposée pour le développement de la presse en ligne. Il y a les valeurs également, éthique, responsabilité, excellence, culture entrepreneuriale, etc. Et la promotion et le développement de la presse en ligne. Merci beaucoup.